Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau débat de la REP. Un nouveau débat de la REP consacré à, enfin, la fin du suspense, l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. Nos invités, on va commencer par Éric Belli qui joue à domicile, qui est le rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées. Bonjour Éric. Bonjour Bruno. Et Frédéric Dosquet qui aura bientôt son bureau à la République des Pyrénées. J'espère. Frédéric Dosquet, donc, que l'on ne présente plus, mais qui est toujours spécialiste du marketing politique, qui est toujours docteur en sciences de gestion, toujours professeur à l'ESC Pau, Business School, et parmi ses ouvrages, il y a le dernier, Marketing et communication politique, qu'il a dirigé. Donc, messieurs, nous sommes à 38 jours du premier tour de l'élection présidentielle. On a eu droit à la fin d'un suspense terrifiant. Suspense inouï. Inouï. Emmanuel Macron a déclaré sa candidature hier soir. Ça s'est passé notamment par une lettre aux Français diffusée auprès de... Alors c'est un honneur pour nous de la presse locale. Il a diffusé aux journaux de la PQR et de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale. Frédéric, qu'avez-vous pensé tout d'abord de cette lettre aux Français ? Je pense que c'est un moyen qui était le moyen adéquat au vu des circonstances, parce que les circonstances sont évidemment tragiques, et que la lettre permet, en jouant cette carte régionale, comme vous l'avez très bien dit, eh bien d'aller quasiment dans tous les foyers de France. Ça ne me semble pas du tout être un média désuet, bien au contraire. Ça permet, dans cet aspect très chaotique du flux de l'information qu'on a à travers les médias classiques, télévisuels, eh bien de prendre du temps pour assimiler ce départ de cette candidature. Oui, Eric, alors certains ont reproché au président de la République quand même de faire ça un peu en loose day, de s'échapper du débat avec cette méthode. Qu'en pensez-vous ? Sur la forme, il y a eu une volonté de faire humble et sobre. C'est traité comme un passage obligé. On sent bien que son équipe s'est attachée à en faire un espèce de non-événement parce qu'il est monté ces derniers jours, depuis le début du conflit, de l'invasion russe en Ukraine. Il est monté fortement, on va le voir tout à l'heure, de 4 à 5 points dans les sondages. Et alors que d'habitude, une déclaration de candidature, on l'envisage sous l'angle on va prendre quelques points. Là, c'est surtout ne pas en perdre et rester à ce niveau-là. Donc il y a une volonté d'en faire quelque chose de... pas de bling-bling. Il a adopté une posture d'ailleurs sur le fond où il reconnaît ses erreurs. Il a essayé d'esquisser un petit peu, sans en dire trop, les quelques thèmes qu'il va décliner. Et puis il s'est surtout attaché à dire, vu les circonstances, je ne vais pas pouvoir faire campagne comme d'habitude. Donc il plante un peu le décor. Oui, et puis essayer de rester président jusqu'au dernier quart d'heure, c'est ça ? C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est l'expression utilisée dans son entourage. Le 10 et le 11 mars, je crois qu'il y a un sommet des chefs d'État européens à Versailles. On va parler des gros sujets qui dépassent le contexte français, la sécurité en Europe, la défense en Europe, la souveraineté même alimentaire. Et le lendemain, normalement, il y aura un premier meeting qui devait avoir lieu ce samedi, qui aura lieu une semaine plus tard. Donc voilà, je pense qu'autour de lui, ils vont essayer de jouer entre la dimension européenne, internationale et de temps en temps quelques temps de campagne nationaux. Frédéric, donc je parle aux spécialistes de marketing et de communication politique. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Oui, moi je pense que c'est une bonne stratégie. Ça lui permet de rester avant tout président et non pas d'endosser le personnage de candidat. Et ça, c'est très important pour l'unité, je dirais, du pays. Mais c'est important également pour garder cet avantage qu'il a acquis sans même faire campagne au cours de ces dernières semaines. Donc ça affirme complètement Macron dans une posture de deuxième mandat, et puis les autres qui essayent de grappiller à droite à gauche quelques possibilités de prendre la parole, mais ça lui donne vraiment un coup d'avance. Alors, ça
pole position dans les sondages. On va le voir. Alors, on a repris les derniers sondages de BVA pour RTL Orange. On a une petite animation et on voit quand même que Emmanuel Macron reste devant, mais que ces derniers jours, on le voit à la fin, il remonte encore. Il était ce matin à 29%. Loin devant Marine Le Pen, 19%, Pécresse et Zemmour au coude à coude, 13-13, Mélenchon aussi, on en reparlera, qui fait une montée à 11,5%. On le voit là, est-ce qu'il y a un effet Ukraine, invasion de l'Ukraine? Très clairement, on appelle cela en marketing politique l'effet drapeau. C'est-à-dire, donc, c'est le retour au chef des armées, avant tout. C'est vrai, en plus, il partage pas. C'est le chef de l'UE et il parle comme tel, notamment à Poutine et aux grands de ce monde. Et encore une fois, il y a un écart considérable entre lui et les autres. Et on le voit très, très clairement dans ces 5 points qu'il vient d'acquérir donc, dans ces derniers jours. Il y a un écart qui, à mon sens, sera rédhibitoire pour le reste des autres candidats. Cependant, Eric, ça risque d'être difficile de concilier la campagne électorale et la gestion de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on puisse l'accuser totalement de snobber le débat présidentiel. Il semble, auprès de son entourage, c'est un petit peu les dernières tendances, qu'il ne fera pas de débat de premier tour, ce qui, quelque part, est un risque, mais qui peut se comprendre au vu des événements. Snobber, peut-être rebondir, excusez-moi. Oui. Snobber, je pense qu'il pourrait donner ce sentiment-là si la carte de l'humilité, dont vous parliez en début d'entretien, n'était pas tenue par Emmanuel Macron. Je pense que la clé de son maintien en haut de l'affiche sera cette carte d'humilité qu'il n'a pas toujours bien suggérée au cours de son premier quinquennat. S'il arrive à maintenir, à rester dans le sérieux de la situation, et je pense que franchement tout est fait pour qu'il joue complètement cette carte, encore une fois, il pourra maintenir son avance. Alors, deux candidats qui ne vont pas se snobber, puisque je crois qu'il y a un face-à-face qui est prévu le 10 mars, c'est Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui vont faire un petit choc médiatique. Je crois que c'est le 10 mars sur TF1. Ils sont au coude à coude, on l'a vu dans les sondages, 13-13. Vous pensez que Valérie Pécresse, est-ce qu'elle ne court pas un risque de se faire croquer par Éric Zemmour? Est-ce qu'elle n'a pas beaucoup à perdre dans ce type de confrontation? Moi, je dirais que les deux en ont besoin, en fait. Valérie Pécresse ne s'est pas remise de son premier meeting raté au Zénith le 13 février. Elle s'est fait, dans un premier temps, grignoter par Zemmour. Parfois, elle est derrière Jean-Luc Mélenchon dans certaines enquêtes d'opinion. On sent bien que dans son camp, le doute est toujours là. Le ralliement de Jean-Pierre Raffarin, tout récemment, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, ne lui a pas fait du bien. Oui, Frédéric ? Oui, moi je pense que c'est, pardon de le dire comme ça, mais c'est le match pour la descente en Pro D2, quoi. Ouais. Si on reste sur la terre d'Ovalie, on n'est pas du tout dans les mêmes registres que... Je pense que le président Macron va pouvoir commencer donc à initier dans sa campagne. Là, on est dans les seconds couteaux, alors que Pécresse avait quand même un début de campagne qui était assez, je dirais, qui donnait envie quelque part, mais qui s'est, avec le Zénith et le rendez-vous manqué du Zénith, a fait que c'est une dégringolade d'émission en émission. On en parlait la dernière fois. J'avais dit qu'effectivement, elle serait dans le 5e. On n'en est pas loin. Elle se bataille entre le 4e et 5e. Donc, c'est vraiment de la Pro D2, alors qu'on mérite peut-être du top 14. Alors, je vais faire une transition un peu capillotractée. Vous parlez de Couteau. Pierre-Henri Couteau est un soutien d'Éric Zemmour. Est-ce que Éric Zemmour ne va-t-il pas payer
C'est pas de clair, on peut dire, sur la Russie, quand il dit je parie que la Russie n'envahira jamais l'Ukraine quelques jours après. Poutine lui donne tort, il se retrouve un peu ridiculisé. Est-ce qu'il peut s'en remettre de ça? On voit qu'il décline dans les sondages. Il décline, mais enfin, il y a 3 candidats qui avaient quand même des positions, il n'y avait pas que Zemmour, hein, des positions assez ambiguës avec la Russie. Mélenchon, par exemple, hein, lui, il se stabilise, voire il progresse. Donc je dirais que pour le cas de Zemmour, il n'y a pas que ce phénomène du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'attaque délibérée de la Russie sur l'Ukraine. Il y a également ce manque d'empathie dont a fait preuve Éric Zemmour, puisqu'il a refusé très clairement la solidarité, la fraternité. Hein. N'oublions pas que c'est un des 3 piliers de notre... Ce qui a permis au Rassemblement national de se démarquer. De se démarquer, tout à fait. Et c'est la fraternité étant, comme tout le monde le sait, un des 3 piliers de notre République, de se soustraire à cette solidarité, ce qui est... au moins, je dirais, cette campagne a le mérite de dévoiler, pour rester dans le vocabulaire de Zemmour, qu'il apprécie, de dévoiler, de faire tomber les masques. Oui, c'est ça, le masque est tombé. Éric... Il a encore je dirais qu'il a encore quelques cartes à jouer. Cette fameuse carte, s'abattra-t-elle un jour du ralliement de Marion Maréchal-Le Pen? Je pense qu'il peut profiter peut-être, il reste quand même plus d'1 mois de campagne, d'un éventuel effondrement, baisse significative de Valérie Pécresse, avec une partie de l'électorat LR qui pourrait basculer vers Macron et une autre tendance Ciotti plutôt vers Zemmour. On ne sait jamais. Ceci dit, c'est vrai que la pente ascendante dans laquelle qu'il semblait suivre dernièrement, l'invasion de l'Ukraine a marqué un coup d'arrêt. Un qui progresse ces derniers jours, c'est Jean-Luc Mélenchon. Question bête et simple. Il a quand même dû retourner sa veste illico oui, le 24 lui aussi, février. Pour la Russie, il a retourné sa veste, mais il progresse. Une question simple, est-ce qu'il peut créer la surprise comme il a déjà fait? Moi, je pense que il gagne 1 point au cours de cette dernière semaine, mais faut pas oublier que en fait Roussel en perd également 1, donc peut-être qu'il y a un vase communicant entre les deux. Et puis Taubira, on va en parler, je pense ultérieurement, mais qui n'a pas du tout progressé. Donc en fait, c'est quasiment Mélenchon le vote utile, je dirais, à gauche. Extrême gauche, hein, je les mets vraiment là dans le même sac. Et c'est, moi, à mon avis, il est au maximum. On croirait Ségolène Royal qui parle. Non, pas tout à fait. Mais ceci étant, je pense qu'il a atteint son firmament. Donc dans les enquêtes d'opinion, on verra évidemment dans les urnes, mais c'est vraiment mon sentiment. Éric, vous êtes plus optimiste pour Jean-Luc Mélenchon? Moi, je pense qu'il n'est peut-être pas, entre guillemets, au taquet de cet effet vote utile à gauche. Une fois que les situations seront complètement décantées, je pense notamment à peut-être une accélération des réflexions dans les 15 derniers jours. On voit quand même qu'il n'injurie pas l'avenir dans sa campagne. Il fait sa campagne, il ne varie pas depuis le début. Il a géré sans coup férir ce retournement de veste. Alors il y en a une autre, je trouve, qui bouge pas et qui, mine de rien, elle est pour l'instant qualifiée au 2e tour, c'est Marine Le Pen. Elle reste à 17%. Elle maintient à distance Éric Zemmour, tantôt Valérie Pécresse. Alors qu'elle aussi avait affiché sa proximité avec Vladimir Poutine. Rappelez-vous la campagne... Les financements et la campagne, la visite à Vladimir Poutine en pleine campagne présidentielle en 2017. Est-ce que c'est un signe de dédiabolisation, ça, par exemple? Alors, je vais répondre à votre question, mais sans oublier le tract. Il y a un tract qui circule actuellement avec Marine Le Pen saluant Vladimir Poutine. Bon, alors apparemment, il y aura une faute d'orthographe dans ce tract, ce qui fait que tous les tracts vont aller au pilon. Mais enfin bon, la vérité, c'est qu'effectivement, c'est une proximité extrêmement dérangeante. Moi, je suis assez surpris quand même
qu'elle reste à un niveau aussi élevé, en dépit de ce drame qui se passe à quelques heures de notre pays. Et après, il y a la fiabilité des sondages. N'oubliez pas à quel point les sondages se sont trompés aux européennes, pour une fois, aux régionales, je veux dire, pour une fois en surestimant le vote du Rassemblement national. Et on parle depuis plusieurs semaines d'un vote Zemmour qui serait, lui, au contraire, sous-estimé. Donc on n'est peut-être pas à l'abri de nos surprises. On verra le soir du premier tour. Un autre événement de la semaine, par rapport à la candidature d'Emmanuel Macron, c'est plus surprenant, ou pas. Yannick Jadot, hier soir, il a débranché Sandrine Rousseau. Bon, on s'y attendait un peu quand même. C'était vraiment le caillou de trop dans la chaussure. Le verre était dans le fruit. Ah oui, le verre était dans le fruit, c'est pas mal. C'est un peu le je t'aime moi non plus. Voilà, la sauce écologiste ou écologique. La sauce a mal tourné là. La sauce a mal tourné, c'est vrai. Et je pense que Jadot n'avait pas besoin de ça. Mais bon, est-ce que finalement un moins peut-il faire un plus dans sa campagne? Il est à 5,5. Encore une fois, sur un thème qui est prégnant, qui est partagé par tout le monde. Un candidat écologiste qui ne fait que 5,5 dans une campagne en 2022 en France, c'est plus qu'un échec. Ça augure de jours un peu compliqués quand même après les élections chez les Verts, non Eric? Moi, je pense que c'était intenable dès le début. J'y ai jamais trop cru, d'autant qu'il y a eu des négociations quand même très, très dures, juste après le résultat de la primaire. Pour moi, le ticket ne tenait pas, parce que c'est deux visions quasiment opposées de l'écologie. Elle n'a pas caché, penché plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que il n'est pas exclu qu'elle donne un signe d'ici la fin de la campagne de ce côté-là. Et on sent bien que les Verts retombent dans leur travers de la division, c'est-à-dire que se joue déjà le congrès de 2022 et le leadership pour contrôler le parti. Bon, sans faire de jeu de mots qui risquerait de fâcher les amis animalistes Sandrine Rousseau, c'était quand même un peu le mariage de la carpe et du lapin. On va parler de Roussel qui décroche un peu ces derniers jours. Alors, est-ce que c'est la fin des jours heureux et la fin des lendemains qui chantent pour le candidat communiste ? La hype semble en effet retomber. Je pense que les accusations d'emploi fictif, même si c'est défendu, n'ont pas aidé. Mais après, plus largement, je crois que le contexte de guerre en Ukraine a gelé quasiment toutes les dynamiques de progression, où qu'elles soient, si ce n'est celle du président. Oui, c'est ça, c'est la fin de l'angélisme. Et puis, on en avait parlé dans cette émission sur une campagne qui était dans l'air du temps. Mais dans l'air du temps, depuis maintenant une grosse semaine, c'est le retour à la réalité, à la réelle politique, qui fait que les candidatures, pour moi qui étaient déjà un peu marginalisées, vont le devenir de plus en plus. L'illustration... Faire campagne sur les jours heureux en temps de guerre, alors que la guerre menace, c'est un peu compliqué. Illustration de ce que vient de dire Frédéric, c'est Christiane Taubira, out. Est-ce que c'est un out définitif? Est-ce qu'elle ne pourra plus jamais revenir sur le devant de la scène? Il faut dire que le dernier spectacle n'a pas été très bon. Pas été très bon, et puis j'allais dire, quand cette campagne a-t-elle commencé? Parce que finalement, elle n'a pas eu de campagne. Elle s'est fait désigner, entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment eu de campagne donc réalisée par Taubira, qui s'est fait complètement anéantir par les sondages d'opinion qui lui étaient complètement défavorables. Voilà. Pourtant, elle a tenté de présenter un début de projet pour le logement à un moment. Oui, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit. Peut-être un manque de préparation, un manque de soutien, quoi qu'on en dise, puisque le PRG l'a lâché. Je rappelle que derrière, il y a peut-être aussi des négociations d'investiture pour les législatives. Elle était clairement pas en position de force. Moi, là où je trouve dommage, et pas mal à gauche qui espère un jour pouvoir dégager une candidature commune de façon à être présente au second tour,
Je trouve qu'elle a, cette candidature qui tourne court, elle finit par décrédibiliser un petit peu tout le processus de primaire citoyenne qu'il avait désigné, quoi. Alors, on va terminer ce petit Qui concernait tour. quand même 400 000 personnes. Il y a 400 000 personnes qui doivent être pas très heureuses aujourd'hui. On va terminer ce petit tour du vendredi soir par le local de l'étape, le Béarnais Jean Lassalle. Jean Lassalle, il est crédité dans le dernier sondage de 2%. Alors son espoir, c'est de battre Anne Hidalgo, Frédéric? C'est possible. Alors, c'est un espoir qui est relativement mince, hein. Encore une fois, comparé à ce que l'on peut vivre, mais c'est qui l'eût cru, le PS doublé par Jean Lassalle. Je veux dire, c'est quelque chose d'incongru, totalement. Pauvre PS, j'allais dire, parce que bon, Jean Lassalle, certes, il est local, mais enfin, sur la portée nationale, la fin du PS mourir à 2%, c'est invraisemblable. Rappelons un peu toute l'histoire de la Ve République, voilà, et de la gauche en général. Hidalgo à 2%, c'est à peine croyable. Alors, Éric, Jean Lassalle, c'est vrai qu'il a une grosse voix, il essaie de se faire Un bel entendre. organe, voilà. Oui, il essaie de se faire entendre, mais peut-être, enfin, dans les médias, il a un petit écho actuellement. Oui, on sait que c'est difficile, hein, pour un, entre guillemets, petit candidat de se faire entendre et de décrocher du temps de parole. Je vous invite à consulter le comparatif du journal Le Monde là-dessus. Jean Lassalle au 3 mars, il était à 5h29 de temps de parole, contre par exemple 151 heures à Valérie Pécresse, 128 heures à Emmanuel Macron, qui n'était pas candidat jusqu'à hier soir, et même près de 50 heures à Anne Hidalgo, avec qui il est à égalité à 2% dans le dernier sondage. Bon, ce soir, il est l'invité d'LCI à 21h25, il pourra rattraper un petit peu de son retard. Et puis il était l'invité quand même du salon d'agriculture. Où il a fait son habituel show. Voilà. Un show que je pense Anne Hidalgo, pour le coup, n'aurait pas été capable de faire. Bon, je vous remercie beaucoup. On retrouvera peut-être dimanche Jean Lassalle sur les Champs-Élysées avec les bergers béarnais pour les folies béarnaises. Vous y serez, Bruno? J'y serai. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Je rappelle Frédéric Dosquet, marketing et communication politique. Éric Belli pour voir son travail. C'est tous les matins dans la République des Pyrénées et l'Éclair des Pyrénées. Et c'est lui qui veille actuellement à la bonne marche du site internet de la République des Pyrénées. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau débat de la REP. Merci. Merci.